Doute la réponse. On a un parterre d'invités, ils ont la réponse, on va échanger avec eux, avec vous. On pourra poser des questions, si vous avez des questions, vous les notez. On gardera bien 20 minutes pour échanger avec vous. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de liquide sans faire un point sur l'actualité de la VAP. Et donc on commencera par cela. En attendant, je voudrais vous présenter ceux qui sont là ce matin avec nous. Merci d'accueillir avec nous Benoît Éclache. Lève bien la main quand on voit bien. On peut l'applaudir. Benoît donc travaille pour Faudé, fabricant de liquide. Alors, quasiment que des fabricants de liquide hein, sur scène. À côté de Benoît, on a Jean Moiroux, bienvenue, président de la FIVAP, Fédération interprofessionnelle des pros de la VAP. Merci d'être là, Jean. À côté, on a Xavier Marzel, Gaia Trend, bienvenue. Pour l'occasion, il a retiré son manteau et ses lunettes, mais il a de très très belles lunettes. Peut-être il vous les montrera. Et puis, à côté, il y a Charlie Perrault, Vincent dans les vapes, VDLV. On peut l'applaudir, bienvenue. Également fabricant de juice. À côté, Cédric Mérino Riochet de Lips. Bienvenue également, on peut l'applaudir. Et puis avec nous, Jérémy Frappèche de Revolut. Bienvenue, Jérémy. Et cette conférence sera animée par Sébastien Béziot, le sourire de Sébastien Béziot, que vous connaissez, qu'on peut applaudir. Voilà, fondateur de Sovap, créateur du blog vapiou.com. Avec donc une question simple, je serai là. Sur le côté vigilant, à ce qu'on y réponde bien. Qu'est-ce qu'un bon liquide, Sébastien? Merci Charlie, bonjour à tous. Merci à tous d'être ici. Qu'est-ce qu'un bon liquide? Alors c'est un titre qu'on avait mis au point il y a 3-4 mois pour se poser des questions qui étaient assez simples. Et là, vu l'actualité, le contexte a un petit peu changé et je vais vous poser des questions basiques. L'autre soir, j'ai fait une soirée chez des amis. Je connaissais pas grand monde. J'ai croisé plein de monde que je connaissais pas et je vapais. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant, mais vraiment sincère, ils voulaient me rendre service en fait. Hein. Ils me disaient, tu devrais faire attention quand même. Parce que ce truc-là, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors moi, j'essayais de leur expliquer, non, mais il n'y a pas de problème, je fume plus, etc. Et on me répondait à chaque fois, c'est chimique. Donc, Benoît, je te vois rigoler. Tu peux m'expliquer si c'est chimique et pourquoi c'est chimique et si c'est grave que ce soit chimique? Merci Seb de commencer par moi. Tout est chimique. On sait tous ici, je pense, que tout est chimique. Et c'est évidemment pas un problème que ce soit chimique, mais... je pense qu'on n'est pas sur qu'est-ce qu'un bon liquide, là on est sur le traitement de l'information et le traitement de l'information qui a été fait par rapport à des affaires récentes. Je pense qu'on en parlera en profondeur. C'est ça qui est dramatique et c'est ça qui crée que surtout les non-fumeurs qui sont un petit peu étrangers, qui lisent les gros titres, viennent vers toi parce qu'ils te voient avec ta vape et te disent... et je pense sincèrement, fais attention, il y a eu des morts aux États-Unis avec la cigarette électronique. Et je pense que le traitement d'information a été dramatique. Cigarette électronique, 2 points, 5 morts, 6 morts, 12 morts. On n'a pas titré huile de THC, on en parlera après, fongicide même, parce qu'on a eu des informations. On a titré cigarette électronique. Et c'est ça qui est dramatique. Et ce qui est dramatique, c'est que des gens sont retournés à la cigarette. Et je ne pense pas qu'on puisse faire une conférence dans un salon du tabac avec qu'est-ce qu'une bonne cigarette. Alors du coup, Jean, on va faire le tour comme ça va être très simple. Jean, au niveau de la filière, par rapport à cette crise, quels sont les éléments de langage que tu développes? Comment organises-tu, je dirais, la défense de tout ça? Parce qu'on est devant quelque chose qui est purement hallucinant, hein, comme on dit tous. En gros, les gens ont mis de la morora dans une casserole et puis on accuse la casserole. Donc, comment s'en sort la filière par rapport à tout ça? On n'est pas dans le qu'est-ce qu'un bon liquide là, effectivement. Je pense qu'on a fait les frais d'un amalgame. Il y a vraiment une construction politique, une vraie cartographie derrière cette polémique. On commence à y voir clair.
avec toutes les informations qu'on reçoit, qu'on met en résonance avec notre histoire dans la filière, hein, qui montre voilà, qu'il y a des énergies croisées, que la résonance médiatique elle est bien particulière, elle n'est pas forcément à l'avantage de la VAP, ça on l'a bien compris. À date, ce qu'on a vraiment identifié, c'est que c'est un amalgame. On n'est pas du tout ciblé par ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas connexe, c'est très loin de ce que l'on fait depuis toutes ces années en France, dans la filière, etc. C'est l'industrie du THC récréatif et ses dérives. Voilà, donc là-dessus, au niveau des éléments de langage, c'est extrêmement clair. Il faut tracer une ligne, une énorme ligne, même faire un mur, ce n'est pas la même chose. Ce que disait Benoît, on a eu des informations, là, il y a eu une étude qui a été faite par NBC aux États-Unis, qui est un média d'envergure, et qui a réussi à collecter des échantillons des cartouches incriminées dans le cadre de ce scandale aux USA. Il y avait à peu près 15 échantillons, 5 issus du marché réglementé du cannabis aux États-Unis, donc dans les dispensaries, la Californie, le Colorado, etc., et 10 issus du marché noir. Ils ont fait des analyses, ils se sont rendus compte qu'il y avait une molécule qui était présente dans tous les échantillons issus du marché noir et qui était donc un fongicide utilisé pour traiter les plants de cannabis, qui est un fongicide en plus totalement interdit en Europe et qui s'est donc retrouvé dans le produit fini et qui, en se vaporisant, a produit du cyanure d'hydrogène. Et il semblerait que ce soit le produit qui ait mené des gens en parfaite santé pulmonaire à avoir des poumons fortement dégradés, voire à la mort. Donc j'apporte cette information, elle est toute fraîche. Qu'est-ce que ça nous indique ? Le fait que ça soit un média qui soit à l'origine de la première arrivée d'informations analytiques fraîches sur le sujet, c'est pas mal déjà. Ça nous montre qu'il y a une façon de traiter l'information qui résulte de l'objectif d'efficacité qu'ont les sites internet et les médias aujourd'hui, de créer un vrai flux qui les amène à faire de mauvais titres avec des points d'interrogation qui sont mal placés, mais aussi qu'il y a une vraie conscience pour essayer de comprendre. Et ça met en lumière aussi, je dirais pas l'inefficacité, mais en tout cas le manque de transparence dont ont fait preuve les autorités américaines, la FDA, le CDC, et qui n'ont pas expliqué qu'il y avait cette molécule qui était présente dans les échantillons. Parce que depuis le début, il y a un flou là-dessus. Et comment est-ce que le CDC, qui doit être quand même une très grosse machine, j'imagine, avec beaucoup de chercheurs très calés, beaucoup de bécanes et beaucoup de savoir, comment est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait ce fongicide qui pouvait se dégrader en cyanure d'hydrogène, et comment est-ce qu'une chaîne de télévision a pu faire toute lumière là-dessus dans un temps beaucoup plus long. Donc ça ouvre à des débats qui sont passionnants sur le traitement de l'information, les communications de crise, les amalgames qui peuvent être faits entre des industries qui sont suivies par Wall Street, comme le cannabis récréatif aux États-Unis et le vapotage, qui n'est pas suivi par le monde de la finance aux États-Unis. En tout cas, les producteurs de THC aux États-Unis sont installés dans le canapé, ils ont pris les pop-corn et ils ont regardé la vape se faire tailler en pièces. Ça leur a bien convenu, c'était bien confortable. Et nous, en France, on en a fait les frais. Donc aujourd'hui, il y a des gros titres aux États-Unis qui connectent fortement, de façon indiscutable, les scandales au milieu du THC récréatif, qui expliquent que c'est une pratique qui est issue des marchés illégaux, avec en plus une responsabilité qui est connectée aux pesticides et qui pèse sur la filière agricole, donc même pas les assembleurs. Hein. Donc nous, notre profession, elle n'est même pas concernée par ce qui s'est passé, c'est vraiment l'agriculture, qui se fait dans des caves sous des lampes, mais c'est de l'agriculture. Voilà, donc c'est juste pour dire, si on peut commencer là, j'ai commencé par cette information, elle est fraîche, mais elle nous fait du bien, on a besoin de l'entendre et on va commencer à y voir beaucoup plus clair là-dessus. Et la vraie question, c'est, est-ce que Monsanto est derrière tout ça ? Mais c'est génial, après, voilà, on est dans... Mais une filière avec une innovation comme la nôtre, elle nous met face à des polémiques qui sont vraiment au cœur de l'actualité du monde globalisé, et c'est vraiment passionnant. C'est marrant de parler de passion alors qu'on trinque tous et que moins 20, moins 30, etc. Mais d'un point de vue politique, stratégique, oui, c'est des cas d'école en fait qu'on est en train de vivre. Espérons que Netflix nous construise une histoire passionnante là-dessus pour qu'on puisse la regarder dans quelques mois, quoi.
Pardon, Netflix? Par exemple. Oui, bah Netflix, Monsanto, il manque qui là? Non, Apple. Ou le Vaping Post, par exemple. Bon, la situation, elle est ce qu'elle est. Il y a une frayeur qui a été créée. Aujourd'hui, Xavier, qu'est-ce qu'on raconte aux clients? Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils sont là dans une peur totalement irrationnelle? On en est tous conscients. Comment on les rassure? Comment on leur explique finalement? Comment on leur réexplique finalement ce que l'on fait depuis des années et des années sur cette recette universelle qui fonctionne très bien, qui n'a jamais tué personne, en tout cas pour l'instant, depuis 10 ans. Alors, c'est vrai qu'on peut souligner que ça faisait quand même quelques mois, voire quelques années, que lorsqu'un client fumeur débarquait en boutique, eh bien, c'est vrai que... Proche le micro. C'est vrai que ces derniers temps, les gens qui rentraient en boutique avant ce fameux épisode, il était convaincu en fait de l'efficacité de la cigarette électronique. Donc il n'y avait plus toutes les questions qu'on pouvait se poser au début quand la majorité d'entre nous ont commencé en fait à créer des liquides. Parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait énormément de pédagogie. Il fallait expliquer qu'est-ce qu'était le propylène glycol, la glycérine végétale, qui sont les deux ingrédients majeurs qui constituent quand même nos e-liquides. À quoi servait la nicotine, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans les arômes. Donc c'est vrai qu'on était rentré dans une zone de confort où les gens étaient finalement convaincus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, les gens rentrent en boutique avec beaucoup d'inquiétudes. Du coup, on est de nouveau dans une phase pédagogique. Il faut repasser par la case en fait explicative. Il faut réexpliquer qu'est-ce qu'on peut trouver dans un liquide. C'est vrai qu'avoir des informations sur ce qui s'est passé aux États-Unis, ça permet quand même de faire un parallèle et de dire attention, c'est vrai qu'il s'est effectivement passé cela aux États-Unis. Les liquides contenaient des produits que vous n'allez pas retrouver dans les liquides issus de fabrication au sein de l'Union européenne. Et c'est derrière, finalement, qu'on peut un petit peu expliquer quel est le savoir-faire que l'on a en Europe. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui l'Europe des États-Unis? On peut déjà commencer par citer les normes qui ont été mises en place par l'Angleterre, par la France. On va quand même souligner aussi le fait que dans ces normes, il y a des composants qui ont été interdits, parce qu'on sait très bien qu'il y a des composants qui ne sont pas du tout destinés à la vaporisation. Donc on peut déjà commencer par rassurer les gens en disant qu'il y a beaucoup plus de contrôle, il y a quand même une forte connaissance en Europe qu'on n'a peut-être pas forcément aux États-Unis, parce que le marché n'est pas réglementé de la même manière. Donc moi je pense qu'on va rentrer dans une période où les mois qui vont suivre, il va à nouveau falloir faire énormément de pédagogie en boutique. Après, là où il y a ce côté un peu rassurant, c'est que nous, en Europe, on a quand même un savoir-faire énorme. On a quand même cumulé énormément de données ces dernières années, voire cette dernière décennie. On est capable de répondre, en fait, plutôt sereinement aux clients. Nous, maintenant, notre responsabilité en tant que fabricant de liquide, c'est peut-être de mettre à disposition, en fait, des boutiques des éléments pédagogiques. Essayer de citer des sources. Parce que des études, on en a. On a, on va dire, des personnalités scientifiques, mais notamment aussi issues du milieu médical, qui savent parler, qui savent peut-être aussi plus toucher les gens. Parce que là, c'est un problème qui touche le produit, donc forcément, on va remettre en cause la véracité des propos tenus par un industriel. Et c'est vrai que voilà, derrière la cigarette électronique, aujourd'hui, il n'y a pas que des consommateurs, des fabricants, il y a aussi un gros savoir-faire, il y a des éléments scientifiques, il y a des personnalités issus du monde médical qui savent en parler, qui savent peut-être toucher plus facilement en fait les gens que nous saurions le faire. Après voilà, comme dit, notre job maintenant, ça va être la création des supports pédagogiques. Il va vraiment falloir rentrer dans une phase où il va falloir réapprendre aux gens qu'est-ce qu'un liquide, qu'est-ce qu'il peut contenir et pourquoi en fait finalement en Europe et tout particulièrement en France, eh bien, ils ne risquent pas de se retrouver dans une situation comme on l'a vu aux États-Unis. Du coup, Charlie, c'est à ton tour. Tout arrive. Cette situation, on doit toujours tirer des leçons de ce qui se passe, des événements. Est-ce que finalement, les professionnels, enfin toute la filière dans son ensemble, n'avait pas un petit peu baissé la garde un peu trop vite en se disant finalement les gens ont compris maintenant qu'effectivement c'est moins nocif et tout ça, et puis s'oublier un petit peu en chemin, de répéter tout le temps qu'est-ce qu'il y a dans nos produits. C'est vrai que moi, quand on me dit encore c'est chimique, ce truc, c'est vrai que je me dis mais comment c'est possible qu'au bout de 10 ans, on me dise encore ah mais c'est chimique, avec ce petit côté de défiance derrière, attention quoi. Je crois qu'on oublie toujours une partie du public qui n'est pas forcément concernée. Si on regarde bien, en fait, c'est les personnes qui sont en contact avec la vape de manière directe ou indirecte.
il y a le vapoteur complètement engagé dans son sevrage tabagique avec passion. Il y a la personne qui va de toute façon contredire la cigarette électronique parce qu'elle déteste son succès, elle déteste le côté innovation, elle déteste le côté chimique, alors que l'eau c'est chimique. Elle va vouloir détester ça. Donc on va dire les pour, les contre. Et au milieu, une grosse quantité de personnes qui s'en foutent royalement et qui là, tout à coup, ces gens-là, ce gros morceau, la presse l'a placé dans une situation de tu vas te mettre du côté de ceux qui détestent la vape. Et ça tombait bien, j'avais quelqu'un à détester, je savais pas quoi, tiens, je vais détester la vape. Donc ils sont tombés là-dedans parce qu'ils ont été bien guidés par une triste publicité sur la vape faite par les médias ces derniers temps. Donc ces gens-là aussi participent à la décision d'un fumeur hésitant qui veut se jeter dans la vape. Donc comment toucher toutes les cibles? Alors bien sûr, on prêche des convertis, ça on le fait peut-être depuis longtemps. Remettre les valeurs de la cigarette en avant, on va le faire, mais ça va être au contact de ceux qui ont franchi le pas de la boutique spécialisée. Et effectivement, j'ai envie de dire, la vraie solution, ce serait comment aller chercher les proches des fumeurs et les fumeurs qui ont donc du coup maintenant décidé dernièrement de ne plus du tout franchir le cap. Pendant quelques années, je pense que les boutiques spécialisées se sont vraiment félicitées de recevoir régulièrement des gens qui poussent la porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche? C'était quelque chose d'actif. Là, maintenant, ils sont réactifs. Ils vont même pas pousser cette porte. Donc, je crois que le message, il va être malheureusement obligatoirement médiatique. Il faut des porteurs de drapeaux, il faut défendre les tendres à la vape. Et donc, le vrai sujet, c'est le sevrage tabagique. Parce qu'aujourd'hui, on a lu que la vape avait tué telle personne, mais on a oublié qu'il y a eu 220 Français qui sont morts hier, 220 Français qui sont morts avant-hier, etc. Jusqu'au 1er janvier, on peut remonter. Bref, 80 000 morts par an. Donc, ramener ce discours-là, c'est chiant en fait de toujours parler de ces morts du tabac alors qu'on est en train de défendre la passion de la vape, mais on va pas trop avoir le choix de rappeler ce chiffre-là. Comment le faire? J'avoue que j'ai pas la réponse, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de regarder la vape un peu sous un autre angle, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue scientifique, évidemment. Bien sûr, il faut impliquer les universités. Vous le savez, je travaille sur, enfin, je dirige un laboratoire de recherche. On a essayé à plusieurs reprises de faire des partenariats avec les universités. Je pense qu'en France, on souffre d'une chose qui pourtant aux États-Unis est efficace. Une société privée veut enclencher avec une université un programme de recherche, paf, ça se fait en quelques minutes. Nous, on a fait des processus comme ça à Bordeaux, on a enclenché des programmes de recherche. Le premier a été signé, c'était nickel. On a voulu signer le deuxième, on a tout préparé et la veille de la signature, ah non, on signe pas. Et on en a fait un autre, ah non, on signe pas, la veille de la signature. C'est-à-dire qu'en fait, les universités, elles n'ont pas le droit de se connecter avec un business. Et du coup, la science, elle reste dans des tiroirs d'un côté, et puis la critique se fait de l'autre. Alors qu'on pourrait complètement consolider les choses en ayant une implication scientifique fondamentale, totale et engagée, à la fois de la part des acteurs, des universités, des gens du sevrage tabagique. Et je crois qu'il faut réussir à réunir tout ce petit monde-là pour se dire, on va regarder la vape en face et on ne laissera plus dire des conneries comme la cigarette électronique a tué, alors qu'effectivement, c'est un produit frelaté qui s'en est chargé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux clients? C'est de parler en fait avec son entourage. Et je crois qu'il faut, Xavier parlait de pédagogie, je crois qu'effectivement chaque vapoteur devrait demain, en sortant d'une boutique, être capable d'expliquer à son entourage pourquoi il a décidé de vapoter, avec 3-4 éléments de réassurance qui le positionnent comme quelqu'un qui a décidé face à des personnes qui ne savent rien et qui n'ont rien compris à ce qui se passe. Donc il faut qu'on arrive à reconstruire, je pense, cette volonté d'être extrêmement pédagogue, de confirmer les sources et de dire voilà pourquoi je vape. Et à un moment donné, on a eu, je fais référence à Jimmy Patin qui était là hier, qui dit je vape et je t'emmerde. Je crois que cette heure de je vape et je t'emmerde, je comprends, c'est réactif, ça donne envie de le faire. Moi, j'ai eu envie de le faire encore la semaine dernière. Et finalement, je me dis non, je vais t'expliquer pourquoi je vape. Tu le fais très bien, Sébastien, que ce soit avec ton bouquin, que je conseille d'ailleurs de prendre pour le donner à des proches, pour expliquer, se servir de ces lignes-là, Vape You, etc. Je crois qu'il faut expliquer pourquoi on vape et sur quoi ça repose. Et ça repose sur des normes, ça repose sur des savoir-faire. La France peut se féliciter d'avoir voulu construire une filière qui s'est battue intelligemment entre plaisir et sécurité. Et c'est ce qui fait qu'on a une vape qui est, je trouve, formidable. Je pense que si on se relève de ce tsunami, je pense qu'on va être très très fort. Alors bien sûr, ça va inspirer d'autres acteurs qui se positionnent maintenant là-dessus. Mais tant qu'on est devant, on est au bon endroit. Voilà. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort.
Cédric, toi, tu as été un des premiers à lancer les sels de nicotine. Donc, on se rend bien compte que la problématique de la vape, et je le dis souvent, c'est que ce n'est pas si simple qu'un médicament, qu'une prescription. Et c'est un objet d'une technologie très simple, mais malgré tout, il y a une batterie, il y a des liquides, il y a des intensités, etc. Ce n'est pas simple d'approche. Donc, quand en plus on lance je dirais une nouvelle technologie, un liquide d'une nouvelle manière, avec toute la défiance qu'il peut y avoir sur ce qu'il y a déjà tout sur le marché, comment on s'y prend justement? Quel argument on va utiliser? Comment on explique tout ça? Il faut faire preuve de beaucoup de transparence, beaucoup de pédagogie et s'entourer de professionnels. Voilà. On a la chance en France, on est vraiment sur quelque chose d'assez unique en France par rapport au circuit de distribution versus ce qu'on peut trouver dans les pays étrangers. On a la chance d'avoir des boutiques avec des gens qui sont passionnés, qui sont engagés et qui ont du temps à consacrer aux fumeurs. Moi, je le vois parce que je fais les tours avec mes commerciaux dans les boutiques de temps en temps. Un vendeur en shop, quand il conseille un primo, il doit pouvoir lui consacrer 30 minutes. Et ça ne peut pas se faire chez Carrefour ou d'autres magasins. Voilà. Donc, il y a une vraie pédagogie à apporter. On a la chance aujourd'hui, en plus, avec la FIVAP, avec Jacques Loisec, etc. Il y a des formations qui sont proposées pour faire monter en compétences les vendeurs. La formation je suis désolé, il est devant moi. Donc, la formation de Jacques, que toute notre équipe a suivie d'ailleurs, est assez extraordinaire. Et vraiment, si vous avez des shops, je vous conseille de suivre ce cursus qui apporte un vrai discours rassurant et un vrai conseil sur les bonnes pratiques de la vape. Tu parlais de sel de nicotine, enfin, en tout cas avec le principe du Kodo qu'on a lancé il y a 2 ans. On était 2, il y avait mon camarade de chez FU qui lançait aussi sa gamme de sel de nicotine à ce moment-là. On a fait, eux aussi, ils ont fait des recherches de leur côté par rapport aux bons usages des acides qu'on pouvait utiliser pour faire du sel de nicotine. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 4-5 acides qui permettent... alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe du sel de nicotine, c'est qu'en fait, on va faire de la rétro-ingénierie, on va récupérer la nicotine, entre guillemets, à l'état naturel tel qu'elle est sur la feuille de tabac, et ça va permettre une meilleure assimilation, on a moins de hits, etc. Et c'est un produit qui est extraordinaire pour aller chercher du primo. Pourquoi? En Europe, on est targeté à 20 mg, ce qui pour moi est une erreur colossale. Et j'espère que ça changera et qu'on pourra monter un petit peu, parce qu'aujourd'hui, uniquement avec la vape, on est capable d'apporter une solution de sevrage tabagique à quelqu'un qui fume un paquet et demi. Et tu vois, tu parlais de Jimmy tout à l'heure. Jimmy, il y a encore pas si longtemps, il fumait 3 paquets de clopes. Et 20 mg, je suis désolé, c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pour ça qu'on conseille souvent de compléter avec des patchs, des gommes, etc., etc. Le sel de nicotine, pour moi, je vous le dis, c'est la vie. C'est l'avenir. C'est comme ça qu'on va aller chercher, en France, les 14 millions de fumeurs. C'est une solution qui permet... Quelqu'un qui n'a jamais vapé de sa vie, on lui dit « Bon, allez, faut que tu y passes, c'est bon pour ta santé, arrête la clope, etc. » Mais il faut qu'il puisse vaper et ingérer une quantité de nicotine qui soit importante. Et quand on passe, je vais dire n'importe quoi, vous prenez un truc aromatisé, vous prenez un booster de nicotine en 20 mg, parce que le vapoteur, il n'y a pas d'arôme, allez. Le vapoteur va vaper ça en nicotine base. Il va cracher ses poumons, ça va être horrible pour lui. Vous le mettez sur un sel de nicotine, direct, direct, ça passe. Pour moi, le sel de nicotine, c'est la solution. Et la nicotine n'est pas l'ennemi. Alors, la nicotine, elle n'a jamais tué personne. La nicotine, c'est notre ami, c'est la solution. Et ça, au niveau média, je crois qu'on a encore... On est sur une industrie qui est jeune. On est des bébés de l'industrie. Et c'est aussi notre responsabilité. On est tous fabricants de liquide.
On a tous des structures assez grosses, avec des labos en interne. On a un vrai travail solidaire, ensemble, de manière commune, pour... Il n'y a pas que les médecins, les tabacologues qu'on doit se mettre dans la poche. Les premiers, c'est la presse. Parce qu'avec une baseline sur France 2 et sur TF1, ils nous ont niqué 10 ans de boulot. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc, à nous de se structurer mieux, de communiquer mieux. On a plein d'ennemis, hein. La VAP a plein d'ennemis, énormément. Des gens qui sont très structurés, des gens qui sont très très riches, des gens qui peuvent faire appel à des cabinets, et ces cabinets, ils vont balancer des petites idées, tac, 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 tac. Ils vont semer le doute chez tout le monde, et derrière, c'est une tanasse, parce que la FIVAP, ça fait 1 mois et demi qu'elle trime pour communiquer auprès des instances responsables de tout ça. Et les médias, je sais que la grosse cartouche qui avait été lancée par l'AFP, le titre était juste scandaleux, moi j'attendais un vrai démenti derrière, où on s'est planté, on n'a pas été cool, rien. On s'est fait très mal recevoir par l'AFP, beaucoup moins bien que par d'autres médias. Hein. Le Monde, Le Figaro nous ont ouvert les portes, ils ont discuté longuement avec nous. C'est vrai que l'AFP, il y a un fonctionnement qui est un peu cryptique. J'ai du mal à savoir comment ça se passe derrière. Je pense qu'il y a un objectif mercantile, un petit peu d'alimenter en flux et que ça les pousse à faire du sensationnalisme. Avec notre voix d'industriels et d'acteurs économiques, c'est pas un organe auprès duquel on arrive du tout à se faire entendre. Et donc ça... Voilà, il faut qu'on le fasse évoluer, il faut qu'on arrive à créer de la proximité. Rémi Berthe de Cumulus Vap en parlait hier. Il ne faut pas non plus se les mettre à dos. Voilà, je ne sais pas encore, hein, on est en train d'écrire l'histoire ensemble, mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce qui a alimenté la machine médiatique, ça a vraiment été l'AFP avec ses titres sensationnalistes, le gaz toxique dans les poumons, 7 morts, 10 morts, 11 morts, 14 morts, 18 morts. Voilà. Il y a un élément important dans le vapotage, et ça, ce sont les gens avec qui on travaille, les addictos, etc. Eux, leur vision, c'est de dire c'est un objet dont se sont saisis les usagers. Ne jamais oublier ça. Si le vapotage s'est développé, si vous êtes tous là, c'est parce que ça a séduit l'usager, en fait, parce que ça marche. Toi, Jérémy, tu es un acteur ancien du DAI, donc tu as un public, et puis j'imagine par tes distributeurs, de gens qui sont anciens dans la vape, qui sont passionnés, qui vont fabriquer leur liquide, etc. Est-ce que tu as des remontées comme ça, une sensation de remontée? Est-ce que même ces gens qui connaissent très bien la vape font remonter des inquiétudes et se posent aussi des questions, y compris sur les produits un petit peu plus complexes que vont être le dye, les arômes, etc. Alors, moi, ce qui me dérange depuis tout à l'heure, c'est que le thème, c'était qu'est-ce qu'un bon liquide, et là, j'ai l'impression que le vrai thème, là, c'est qu'est-ce qu'un bon média. Et ça me dérange. J'ai l'impression de faire un bond en arrière, si vous voulez. Rappelez-vous, dans les boutiques, tu en parlais tout à l'heure de la pédagogie en boutique. Rappelez-vous de la tête de mort sur les fioles 12 mg. J'ai l'impression de faire un bond en arrière, en fait, à cause de qu'est-ce qu'un bon média. Tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, en France, on est suffisamment calé. On avance très très vite. On avance beaucoup plus vite que dans l'alimentaire, par exemple. Enfin, on s'est tous dit, on va pas partir sur le débat du diacétyl, mais on est vachement dans la mesure de précaution parce qu'on sait qu'on est sur la sellette. Donc, dès qu'on a un doute, on enraye. Parce que moi, personnellement, sur le diacétyl, j'ai rien vu de probant qui me dit que si j'en vape un tout petit peu tous les jours, je vais avoir une malformation, un problème, ou voilà. Mais on est dans cette mesure de précaution, ce qui est très très bien. Quelque part, on est un peu protecteur. Cette désinformation-là a posé un problème
où effectivement, moi j'ai eu des retours. Alors le do-it-yourself à la base, ça existe depuis quasiment les débuts, 8-10 ans. Mais c'était ce qu'on appelait, nous, vulgairement, du pure playing, c'est-à-dire de pouvoir concevoir son liquide qu'on ne trouvait pas sur le marché. Donc je prenais une pâte sablée, une pomme, une crème, je me faisais ma tarte aux pommes de mamie. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des dispositifs qui surconsomment tellement que le do-it-yourself est devenu commun. Madame Michu, reprendre souvent ton expression, Charlie, fait du do-it-yourself. Et aujourd'hui, on est dans une problématique où Madame Michu vient chercher son petit kit pour faire son do-it-yourself. Et quand le vendeur lui dit « et votre arôme ?» Non, non, merci, c'est dangereux. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Et pourquoi, comment, je ne sais pas. Moi, tout ça, ça me dépasse. Et on prend un exemple chez nous en interne. Tu bois de l'éther. C'est pas le verre à mettre en cause, c'est la personne et l'éther. Et aujourd'hui, voilà, on fait un bond en arrière. Avec cette fameuse tête de mort, il faut qu'on re-rentre dans une forme de pédagogie, alors que, contrairement aux États-Unis, on est loin devant, quoi. C'est une occasion en or pour positionner ce savoir-faire français, en fait. C'est-à-dire que, alors, en or, je trouve un tout petit peu un brin d'or dans le bullshit qu'on a pris, mais c'est quand même le moment de rappeler des choses qu'ils ont déjà entendues. Parce que ça leur a déjà été dit finalement aux consommateurs qu'en France, on avait essayé d'enclencher des dispositifs de sécurisation, que la TPD, finalement, dans sa description, ça a permis de réguler un peu le marché. Oui, je suis d'accord, il aurait fallu au moins 30 ou peut-être 40 mg de nicotine. Ça, c'est effectivement, on a raté le coche. On a raté une partie des gens complètement d'accord avec toi. Mais finalement, c'est une occasion aujourd'hui. C'est de recréer le dialogue avec des gens inquiets. Pour l'instant, ils sont en train de jeter des box dans des vitrines. Je pense que ça va se calmer. C'est véridique, il y a eu le cas. Je pense que ça va se calmer. Et puis, voilà, pour remettre les gens à l'explication, revenir sur les fondamentaux, qu'effectivement, il y a des arômes, du PG, de la VG, et que la VG, c'est utilisé dans les boîtes de nuit depuis des années, et que c'est pas par hasard si on a choisi ce produit-là, c'est parce qu'il était inoffensif en inhalation, et qu'un certain nombre d'arômes, c'est aussi inoffensif en inhalation. La preuve, quand vous cuisinez chez vous, vous respirez des arômes. J'ai eu pas longtemps une visite de l'inspection du travail qui m'a dit « Oh là là, mais alors la personne qui compose les saveurs chez vous, elle n'est pas protégée. Je met dans le vin celui qui inhale et qui sent en permanence. Elle me dit « Ah oui, l'alcool, c'est pas dangereux. » Voilà ce que m'a dit l'inspection du travail. L'alcool, c'est pas dangereux. J'avais envie de lui dire réglez le problème dans toutes les professions et puis vous viendrez nous expliquer comment est-ce qu'on doit faire. Donc je crois qu'effectivement, il faut vraiment dédramatiser cette cigarette électronique et ça va être un gros travail. Oui, on fait un bond en arrière. Oui, ça fait chier. Mais c'est pas le moment de baisser la garde. Là-dessus, j'ai une petite image sur la temporalité, la construction médiatique. J'ai le sentiment que pendant, depuis 7-8 ans, qu'on fait une communication pédagogue, qu'on apporte des éléments de réassurance, de certitude sur la chimie, l'industrie, la fabrication, les formules, le vapotage, toute cette information-là, j'ai quand même le sentiment qu'on a comme construit une table. Je fais une métaphore, comme c'est Charlie le pro des métaphores d'habitude, mais c'est comme si on avait construit une table. Et dessus, on fait un château de cartes. Et ça, c'est un peu l'opinion publique dans le temps court. Le temps court, c'est 6-8 mois. On construit un château de cartes. Plus il est beau, plus les gens sont rassurés, plus ils ont tendance à se diriger vers le vapotage. Et puis, les polémiques médiatiques qui arrivent, et il y en aura d'autres, et il y en a qui sont déjà arrivées et auxquelles on a su faire face, ça souffle le château de cartes et après, constamment, on doit le reconstruire. Et donc, il est petit au début, c'est la réassurance, ça va de mieux en mieux et ensuite, il repart. Ce qu'il faut regarder, c'est quand même le fait qu'on ait réussi à construire une table. C'est une part de réglementation, une part de travail de construction fondamentale, de conviction des professionnels de santé. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous suivent. Et même la ministre, elle a des propos qui sont pas suffisants et ils seront jamais suffisants, mais donc on peut quand même se réjouir. Donc voilà, c'est juste cette idée de table et de château de cartes, je trouve qu'elle illustre pas mal ce qu'on est en train de traverser. Tu as fait une bonne Charlie, elle est bien. Alors, une question que je pose à la volée à tout le monde, et puis ça serait peut-être intéressant que vous essayiez d'y répondre rapidement chacun. Il y a quelques années, moi j'en faisais partie aussi, on se battait tous, chacun avec nos positions, on va dire, et on se posait la question de cette interdiction de publicité et de propagande.
Et pour rien vous cacher, à des moments, moi j'avais du mal à comprendre quand certains me disaient oh, c'est peut-être pas plus mal, on est sur un produit touchy, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets un petit peu à avoir? Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas là où le bas blesse? Parce que ne pas pouvoir communiquer sur son produit normalement, ne pas pouvoir faire de la publicité, est-ce que c'est pas ce qui aujourd'hui vous met tous et met tout le monde dans de la vape en mode uniquement réactif, c'est-à-dire la presse sort des choses et on ne peut que essayer de réagir, même si certains font bien de le dire, il faut agir, il faut envoyer des communiqués à la presse, mais ça reste que très limité. C'est filtré par une rédaction, c'est filtré par un journaliste qui va décider ou pas d'en parler, qui va en parler bien ou pas. Est-ce que ce problème de la communication, finalement, ça ne serait pas un problème majeur? Oui, c'est un problème majeur. La publicité, on le voit souvent comme quelque chose qui manipule, mais c'est d'abord de l'information. Alors, certains ont pu avoir peur de la pub. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais c'était par rapport à Big Tobacco, qui a des moyens énormissimes et qui aurait pu dévier complètement le marché. Mais oui, c'est un manque. On ne peut pas s'exprimer. Et on a du mal à communiquer, donc c'est compliqué. La notion de propagande dont tu parlais, à un moment donné, le professeur Dotzenberg l'a dit. Il dit, moi, quand je parle à un patient de la cigarette électronique, c'est de la propagande. Donc jusqu'où on positionne ce curseur. Donc oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Moi, j'y vois un problème fondamental d'inégalité de traitement. Je pense qu'un produit qui est une solution un problème majeur de santé publique ne devrait pas souffrir des mêmes interdictions. Mais ça, c'est une position fondamentale. Derrière, dans les faits, je pense que la liberté d'expression, elle est suffisante pour s'exprimer sur notre sujet. Je pense que notre qualité d'émetteur économique, de toute façon, discréditerait notre parole dans un contexte de publicité. Et qu'en plus, on a à mettre à notre passif les actions de communication toxiques de l'industrie du tabac, parce qu'il y a quand même une proximité de fait entre le produit du tabac et la cigarette électronique, et que donc, finalement, ça nous met un petit peu à l'abri, en un sens, de se faire accuser d'utiliser les mêmes logiques de communication que l'industrie du tabac. Par contre, ça doit nous pousser à rentrer dans une configuration solidaire, sereine et éthique, avec toute cette partie d'émetteurs légitimes qu'on a évoqués jusque-là, les professionnels de santé, les médias spécialisés, qui eux aussi ont une position qui est... je trouve que ça a été très très bien fait dans les médias professionnels, avec un financement qui est évidemment assuré par la publicité de l'industrie, mais ça c'est le monde médiatique qui est financé comme ça, donc c'est normal, c'est cool. La presse est rendue possible par les annonceurs, et je trouve qu'il y a eu vraiment un bon mélange qui a été trouvé avec ce financement, et quand même cette grande indépendance journalistique, médiatique des médias spécialisés. Donc, pour le coup, je ne pense pas que les règles du jeu, du débat, soient forcément en notre défaveur et qu'on a en notre possession les moyens suffisants pour assurer notre défense. Xavier, ton avis sur la question publicité, propagande? Alors, effectivement, déjà, il faut souligner le fait que c'est un des points où on a effectivement énormément de regrets. C'est un des points, on est tous d'accord là-dessus. On n'était absolument pas d'accord d'être dans la même case que la cigarette de tabac. Comme l'a souligné Cédric, avant, dans la TPD, il y a la limitation du taux de nicotine, on a la limitation du DML. Il y a beaucoup de points aujourd'hui, effectivement, qui nous ont un petit peu poussé dans une case. On ne peut pas trop en sortir aujourd'hui. On essaye, à notre niveau, de faire en sorte de pouvoir prendre la parole. On essaye de se faire entendre, on essaye de contacter les bonnes personnes pour essayer de voir comment on pourrait un petit peu désamorcer cette situation. Normalement, dans les années 2021-2022, on est censé avoir une révision de la TPD, donc on est déjà assez proactif aujourd'hui, d'essayer de voir comment on peut faire bouger certaines lignes de la directive qui sont aujourd'hui totalement en défaveur. Vis-à-vis de l'activité média, là c'est la loi santé qui nous a soumis cette interdiction. Je tiens quand même à souligner que par rapport à certaines années, on va dire quand on a essuyé vraiment cette interdiction, on n'a vraiment plus du tout pu communiquer. Et vraiment c'était un enfer parce que là on était vraiment parqués dans nos usines, on ne pouvait plus rien dire, on ne pouvait plus communiquer, les boutiques ne pouvaient plus communiquer à l'extérieur et on n'a vraiment plus du tout été entendus.
moi, ce que je vois quand même ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que localement, au niveau départemental et voire même parfois jusqu'au niveau régional, on recommence à être entendu. Et pas seulement maintenant, suite à cet épisode, effectivement, ils sont venus nous voir. On a eu le droit de prendre la parole, mais aujourd'hui, on traite un problème de santé publique avec les cigarettes électroniques. Mais nous, à notre niveau, on est aussi devenus des acteurs économiques. C'est-à-dire que la cigarette électronique, aujourd'hui, ça prend quand même de l'importance, mais pas que dans le domaine de la santé publique. Ça devient un acteur économique majeur. On ne peut plus composer sans nous. Et c'est vrai que déjà, grâce à ça, on commence à pouvoir reprendre la parole petit à petit parce que on devient des acteurs importants, localement, départementalement. Donc, petit à petit, on recommence à pouvoir prendre la parole. Donc ça, c'est déjà une chance. Généralement, on l'a saisie. On est bien préparé. Aujourd'hui, notre discours, il est quand même rodé. Donc voilà, on commence tout doucement, mais sûrement, à pouvoir recommuniquer. Notre plus gros challenge aujourd'hui, c'est la communication au niveau national. C'est vraiment là que on n'y arrive pas du tout. C'est là que Jean vous expliquait qu'avant, franchement, ils étaient au taquet. Suite à l'annonce, ils ont été hyper réactifs. On était prêts. On aurait pu bombarder, on aurait pu se justifier, expliquer, etc. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce qu'au niveau national, aujourd'hui, on n'est pas entendu. On n'a pas encore trouvé la solution qui ferait que demain, on peut, nous, prendre la parole et avoir un contre-argumentaire et pouvoir se justifier. Aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. Donc, on sera tous d'accord qu'aujourd'hui, la situation ne nous convient absolument pas. Personne n'était d'accord avec cette interdiction de publication. On est dans la case cigarette. Nous ne sommes pas une cigarette. On est un nouveau moyen d'assimiler de la nicotine sainement. La cigarette électronique, c'est un produit sain. Quand c'est bien utilisé, quand la fabrication est contrôlée, il n'y a pas de risque. Ça, on le sait tous. Et on œuvre tous dans ce sens pour faire progresser scientifiquement, médicalement la filière. Mais c'est vrai que la communication, ça nous empêche de dire que nos produits, finalement, ils sont bien, ils sont différents. Et c'est un réel problème pour nous. Parce que c'est le sujet. Alors évidemment, on a un petit peu dérivé. Qu'est-ce qu'un bon liquide? Mais ce qu'on perçoit, c'est que vous essayez tous de faire un bon liquide au sens très large. Un liquide pour lequel le consommateur va adhérer par plaisir et puis pour arrêter de fumer. Et là, la problématique aujourd'hui, c'est que vous avez du mal à le dire. Et en fait, c'est l'image de la table avec le château de cartes. C'est que finalement, vous essayez de le faire, vous essayez de progresser, mais c'est très difficile à rentrer. Et il suffit d'un titre dans les journaux pour dire non, c'est pas tout à fait ce qu'ils font, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Tu essayes de bien bosser et là, tu t'ouvres ton journal et paf. C'est bon? Ouais. Non, mais ça me dépasse toujours parce que qu'est-ce qu'un bon liquide? Et on fait que ressasser, médias, publicité, machin. Enfin, qu'est-ce qu'un bon liquide? Un bon liquide, c'est celui qui permet à son utilisateur d'arrêter de fumer efficacement. Voilà, c'est ça un bon liquide. Et ça, c'est 80% de l'équation. Ouais, non, mais en les fait, 20% si tu veux, à cause de tout ça, on ose se remettre en question. Là, on est tous waouh. Là, on est en train de se justifier de se remettre en question alors qu'il n'y a pas lieu. On est sur une très belle avancée. Là, en fait, on ne sait pas quoi répondre. Limite, on nous met dans une position à qu'est-ce qu'un bon liquide et on regarde comme ça. Mais on le sait tous, on le fait tous, on travaille tous pour. Donc, là, ça me dépasse. J'écoute. Pas toute amitié, pas de provocation ou quoi que ce soit, mais là, je suis... Popcorn, ça me répond pas. Enfin, moi, je me mets à leur place. Qu'est-ce qu'un bon liquide? Je sais toujours pas. Mais par contre, oui, les médias, c'est pas bien. Oui, il faut faire de la communication. Oui, mais elle te va pas, ma réponse, Jérémy? C'est bien ça. Un bon liquide, c'est celui qui permet à quelqu'un d'arrêter de fumer. Ouais, c'est cool, on est d'accord là-dessus. Ah, mais au taquet. Voilà. Cédric, si tu peux passer le micro à Cédric. Cédric, tout à l'heure, tu nous parlais justement des sels de nicotine avec beaucoup d'émotion parce que tu es convaincu par ce produit. Est-ce que toi, justement, tu n'aurais pas aimé pouvoir faire la publicité de ce produit pour en parler à plus de monde? Alors concrètement, j'aurais aimé en faire la publicité. Le problème, c'est qu'il y a d'autres gens qui font aussi des sels de nicotine et qui ont beaucoup plus les moyens que moi de faire de la communication. Voilà. Et il y en a plein ici. Donc
on revient un peu sur la problématique effectivement de la communication, la publicité, la propagande, etc. Moi, je trouve ça, je rejoins Jean là-dessus, je trouve ça assez bien qu'on n'ait pas le droit de faire de la publicité parce qu'on sait que le combat, il n'aurait pas été gagné par la vape indépendante. Donc ça, c'est très bien. Après, je rejoins Xavier en fait sur notre démarche locale. Aujourd'hui, la vape, c'est des entreprises, c'est des collaborateurs, c'est des familles derrière, c'est des emplois, c'est une filière. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, nous on a fait un communiqué de presse qu'on a envoyé aux journaux locaux et nationaux. On a même contacté Cache Investigation, on attend les retours, je pense que vous avez dû le faire aussi de votre côté. On est écouté localement. Les journaux locaux sont venus nous voir, donc chez nous c'est Presse Océan, c'est Ouest France, ils sont venus nous voir en tant que fabricants de liquide, ils sont allés voir les shops, je vois Roberto là-bas de la vape de Lille, ils sont allés les voir aussi. Et dans ces cas-là, c'est des vrais professionnels. C'est des vrais journalistes. Ils nous écoutent, on leur explique pourquoi, du comment. Non, on ne met pas d'acétate de vitamineux dans nos liquides, désolé. On ne met pas non plus de l'huile d'olive dans nos liquides. Ah oui, forcément, le THC dans du PGVG, ça ne marche pas. C'est huileux. Donc, localement, on est écouté. Mais les informations, elles ne remontent pas au national. Mais Madame Michu, une fois qu'elle a regardé Nagui sur France 2, elle enchaîne sur le JT. Et quand le JT dit « la cigarette électronique tue », mais c'est mort. Tout le boulot qu'on a fait, il est mort. Donc, je ne sais pas, il faut arriver à gripper quelqu'un, un rédac chef, sur TF1, sur France 2 ou je ne sais quoi, la gripper en lui disant bon, voilà, on va t'expliquer ce que c'est la vape, on va t'expliquer ce qu'on met dedans, on va t'expliquer qu'en France, il y a des normes AFNOR, que toutes les molécules qu'on met dedans, elles sont notifiées à l'Europe. Toutes les molécules supérieures à 0,1%, elles sont notifiées. Voilà. Aujourd'hui, et ça, je trouve ça très très bien, il y a des confrères, des partenaires grossistes, pure players, etc., qui nous ont envoyé, je suppose que vous les avez reçus aussi, des tableurs Excel à remplir en disant quelles sont les molécules qui sont dans vos liquides. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, c'est opération transparence. Moi, je veux bien prouver à qui veut bien ce que je mets dans mes liquides, et y compris faire un extract d'une chromato. Ça ne me dérange pas. Après, les gens savent le lire, ils ne savent pas le lire. Peu importe. Mais moi, ça ne me dérange pas de faire une opération transparente sur tout ce que je mets dans mes liquides. On peut parler aussi, parce que la vape, c'est un secteur qui avance, qui évolue. Il y a des molécules qui arrivent, qui peuvent en remplacer d'autres, qui sont plus intéressantes pour la santé. On se rend compte qu'il y en a certaines qui peuvent être douteuses, même si on n'arrive pas à quantifier exactement ce qui est généré et dans quelles conditions c'est généré. On ne va pas rentrer dans le détail. Et on peut avoir des doutes sur certaines molécules, donc on travaille en off, on fait évoluer les liquides, on fait évoluer les matériels. Je prends l'exemple du Codopod. Ça fait 2 ans qu'on distribue ce produit. Il a changé 4 fois au niveau des générations de céramique. Parce qu'on travaille avec des instituts hyper pointus, et on a la chance à Limoges, pays de la céramique, d'avoir un institut technique qui est extrêmement poussé sur tout ce qui est céramique. Voilà, la vape, elle évolue, c'est de la science. C'est de la science, il y a des scientifiques, il y a des mecs géniaux derrière, il y a des universités avec lesquelles il faut travailler. Je rejoins complètement Charlie là-dessus. Je rejoins encore plus Charlie sur le côté, effectivement, des doctorants, etc., qu'il faut mettre dans la boucle pour compléter leur formation. Il y a des études qui ont été sorties il n'y a pas très longtemps par une Américaine sur certaines molécules au niveau de la vape. Ça fait avancer les questions. Voilà. Le problème, c'est communiquer auprès des bonnes personnes et surtout faire preuve de transparence. Plus on est transparent, plus on est crédible. Le problème, c'est qu'il y a toujours un tordu dans un coin qui va nous inventer une problématique sur une molécule ou sur une néoformation de molécules en fonction de l'atomiseur que tu utilises, du col, etc., etc. Donc il y a toujours un tordu, pardon pour l'expression, qui va venir nous faire chier.
Voilà, c'est simple. Donc, soyons transparents, montrons ce qu'on a dans nos liquides. Les shops, je pense qu'aujourd'hui, ils ont tous les FDS, etc., mais il faut qu'on aille plus loin. On montre ce qu'on met dedans. Pas de problème. Voilà. C'est un peu comme, Voilà. pardon, hein, 2 secondes, sur, vous achetez une boîte de conserve ou une vinaigrette quelconque, il y a tous les ingrédients avec le pourcentage. Moi, ça ne me dérange pas du tout de faire ça. Bon, alors, je vous prie de nous excuser parce qu'on a effectivement un peu dérivé par rapport au sujet. Moi, je voulais aborder un sujet où on parlait des arômes naturels, des arômes synthétiques, Synthèse. des LUO, du PG, du VG, des goûts, etc. L'actualité a fait que, effectivement, moi, ça me paraissait nécessaire quand même qu'on parle de tout ça avec des gens qui sont impliqués. Donc voilà, toutes nos excuses, Charlie, sur le qu'est-ce qu'un bon liquide. On y a quand même un petit peu Il y a eu répondu. quelques éléments de réponse, je pense. quand même. Ouais. Voilà, je te laisse questionner le public. Alors, le public, est-ce que vous avez des questions, soit sur ce qui vient d'être entendu, et pourquoi pas sur le thème qui était initialement prévu? Des questions, des remarques? Oui, alors, ça va. Je vous laisse vous présenter et ensuite donner la question. Oui, je suis Madame Latef. Donc j'ai une boutique, hein, et puis je fais partie aussi du SI2V. Je suis extrêmement déçue parce qu'en fait, il y a eu 5 minutes où on a eu, merci monsieur à la fin, de nous avoir apporté des éléments de réponse, parce qu'on ne peut pas dire à nos clients, un bon liquide, c'est quelque chose qui vous permet d'arrêter de fumer, parce qu'un bâton de sang aussi, ça peut m'arrêter. Enfin, je veux dire, non, nous, on a besoin, si vous voulez qu'on fasse de la pédagogie dans nos boutiques, on a besoin d'éléments de réponse. Alors moi, je vous invite... Mais parlons-en. Hein, oui, ben justement, on attendait format de la que ça, conférence. en fait. Hein. Moi, je vous assure. C'est vraiment un petit peu dommage. Mais je vous invite, puisque vous êtes fabricant de liquide, de travailler ensemble et faites un document en commun qu'on pourrait divulguer à toutes les boutiques pour que nous, on ait les éléments de réponse probants. C'est un travail qu'on a démarré il y a 5 ans. C'est super. Bah oui, il se fait dans les commissions de normalisation. Les commissions de normalisation, c'est pas... c'est le seul moyen de faire un travail coopératif entre fabricants. Parce que si c'est un appel à se retrouver autour d'une table avec des fabricants qui ont de l'intime, qui ont de la passion, qui ont des objectifs économiques, qui sont en concurrence, il faut un cadre. Et l'AFNOR, elle offre ce cadre, et en plus, elle ouvre les portes à toutes les parties prenantes qui veulent venir autour de la table. Donc vous pourriez faire partie de la commission de normalisation, de même que la DGCCRF, la DGS, etc. Et ça, on l'a fait il y a 5 ans. Aujourd'hui, les entreprises certifiées sur le marché, elles sont au nombre de 4. On sait de sources sûres qu'il y a plusieurs autres entreprises qui vont très probablement obtenir le précieux sésame dans les 6 prochains mois. C'est génial, ça veut dire que la démarche elle est prolixe et que les fabricants y suivent. Maintenant, évidemment, c'est une démarche qui est aussi longue et complexe. Par contre, le référentiel de certification, en particulier celui qui concerne les e-liquides, eh ben aujourd'hui, c'est le cahier des charges le plus explicite pour définir ce qu'est un bon liquide. Et même si les entreprises n'ont pas le droit d'apposer le logo AFNOR parce qu'elles n'ont pas fait l'épreuve de certification, c'est la référence ultime qui est partagée par la majorité des fabricants français et qui regroupe tous les critères de qualité d'un bon liquide. Donc déjà, le fait d'avoir fait naître de manière coopérative ce document, il y a plusieurs années, ça a permis d'avoir une filière française qui a ce niveau de qualité. Donc, un premier élément de réassurance, déjà, je crois que c'est la provenance du liquide. Le fait qu'il y ait un fabricant en France, qui ait des moyens de production en France, que vous pouvez aller visiter, parce que je ne pense pas que les fabricants en France, ils ferment leurs portes. Hein. Pour le coup, les usines, aujourd'hui, elles sont à maturité, elles sont visitables. Alors, je ne dis pas, il y a 6 ans... il y avait une petite phase de mise en place et toutes les usines ne méritaient pas d'être visitées. Mais aujourd'hui, la majorité des fabricants français vous ouvrent leurs portes. Et pour le coup, c'est quand même la meilleure façon de pouvoir restituer cette expérience vécue auprès de vos clients, de dire « mais moi j'ai tout vu, j'ai vu le contrôle de qualité à l'entrée des matières premières, j'ai rencontré les chimistes, j'ai vu les machines d'analyse, j'ai vu comment c'était dans les chaînes de fabrication, la logistique, etc. » Donc je pense que au-delà de toute la communication qu'on peut faire, il faut que les boutiques spécialisées s'invitent chez les industriels et que les industriels organisent
ces visites et les rendre possibles. Voilà, c'est la meilleure preuve de transparence pour le coup entre un échange boutique spécialisée fabricant. Et j'ajoute à ça, dans la fabrication. Mais oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire un bon liquide, c'est un liquide qui n'aura pas ça, qui aura ça, par exemple. Est-ce qu'on peut dire mais ça clairement, aujourd'hui? j'ai envie de dire, est-ce que les distributeurs ont déjà lu, allez, sans forcément le préambule et la conclusion, mais la norme sur les e-liquides, est-ce que vous l'avez lu entièrement? Cette norme-là, elle est transcrite dans les explications des fabricants. Les fabricants la donnent. C'est-à-dire, quand on donne un référentiel sur une norme, on détaille les points, les chapitrages. Et bien évidemment, à chaque distributeur qui veut s'impliquer sur la responsabilité que les fabricants prennent, la question est simple. Est-ce que vous pouvez me transmettre vos lignes de conduite, votre responsabilité, votre cahier technique, votre référentiel? Et on le donne toujours, on ne fait que ça. Mais ma question, est-ce que vous les lisez vraiment? Parce que vous n'êtes pas que des professionnels de la distribution, vous êtes des professionnels de la distribution d'un produit que vous maîtrisez. Si vous maîtrisez ce produit, vous êtes obligé de lire ou de comprendre, en tout cas, les grandes lignes d'une norme. Parce que quand c'est trop compliqué, c'est pas pédagogique. Donc pour être pédagogique, il faut simplifier. Donc oui, la formation, c'est clé. Et je suis sûr que dans les formations que vous avez suivies ou que vous avez complétées auprès de vos salariés, vous avez abordé les 17 chapitres de la réglementation de la norme. Parce que ces 17 chapitres ne sont pas là par hasard. Ils expliquent point par point quels sont les niveaux de garantie qui sont pris pour les fabricants. Les fabricants ne sont pas étanches au discours. Ils ne l'ont jamais été. Je pense que ceux justement qui cachent leur connaissance de leur fabrication, c'est des gens peut-être qu'on ne voit plus aujourd'hui. Il n'y a maintenant sur ce secteur que des gens qui sont capables d'expliquer les fabricants, ce que c'est qu'une norme sur les liquides. Et moi, j'appelle aussi demain à expliquer un peu la même chose sur le matériel. Parce qu'un matériel qui pète, qui explose, on a bien vu des accidents, parce qu'avant, c'est des accidents de batterie, là maintenant, c'est des accidents de liquide. Demain, il va y avoir des accidents de vapoteur, peut-être. Si on ne lit pas le contenu technique, on ne peut pas en parler. On peut faire, Charlie, faire juste un point. La norme AFNOR n'est pas accessible publiquement. Il faut payer pour pouvoir avoir accès Parce que c'est un cahier technique pour fabricants, mais elle est transcrite dans des explications. Mais justement, ce que demandent les boutiques, c'est faites une documentation claire en disant voilà, la norme AFNOR, elle nous demande de respecter ci, ça, ça. Voilà ce qu'on fait. Mais c'est le travail d'une fédération. Mais ce n'est pas à une boutique d'aller acheter la norme AFNOR pour aller Je ne parle pas d'acheter la norme. Il y a une brochure chez VDLV qui explique très bien, une brochure sur mon stand qui explique très bien. Je pense que Délice et Alpha Liquide ont le même support de communication. Il y a ces informations-là en accès et on en a fait une transposition lisible. Parce que c'est vrai que quand on rentre vraiment dans les 17 chapitres, c'est un peu chiant. Après, on peut lister les bons critères d'un liquide. Déjà, la provenance des matières premières, glycérine, et propylène de qualité pharmaceutique. Et là-dessus, il faut interroger le fabricant sur le pourcentage de pureté. C'est intéressant, ça vous permet aussi de faire une différence sur les grades de pureté, parce qu'il y a des petits pouillèmes d'impureté qui peuvent rester au-delà des 99,xxx. Vous pouvez aussi goûter sur la langue une base neutre du fabricant et voir le goût que ça a. Derrière, il y a un côté empirique pour évaluer la qualité d'un liquide. Est-ce qu'il se vaporise bien? Est-ce que les clients sont satisfaits? Il y a aussi le ressenti, toute la partie sur le ressenti et le fait que ça soit efficace et des produits avec lesquels vous travaillez en confiance et vos clients sont satisfaits. Ça aussi, c'est un retour qui n'est pas chimique, qui n'est pas mesurable. Mais globalement, ce dont on s'est aperçu avec toutes ces années, c'est qu'un liquide qui apporte la satisfaction et qui est confortable au quotidien sur la longue durée pour vos clients, en quasi-totalité, c'est un liquide de bonne qualité. Voilà. Les effets secondaires dérangeants, ils sont souvent la signature des impuretés. Si je peux me permettre aussi pour répondre à madame, on a la chance, alors c'est une chance et une malchance, mais sur ce coup-là c'est une chance. En Europe, on a la TPD. Et la TPD nous oblige à notifier les produits avec toutes les molécules supérieures à 0,1%, à faire des analyses donc, sur le liquide et également sur les émissions. Donc, tout ça, c'est notifié sur une plateforme européenne, ce qui veut dire que alors, ça ne concerne que les produits nicotinés. Mais vous, en tant que shop, vous pouvez déjà vous dire, j'achète chez un fabricant un produit nicotiné, donc d'abord, il a son numéro de notification. Et du coup, vous, ça vous garantit un sérieux derrière, parce que le fabricant, il a notifié ces molécules, ces émissions, et donc ça vous garantit un certain sérieux. Parce que derrière, l'ANSES
ils ont commencé à le faire, je crois. Ils ont commencé à aller faire des prélèvements dans les shops, des liquides, et analyser les liquides pour voir si c'est bien conforme à ce qui a été déclaré. Et pour l'instant, je suppose que vous n'avez pas entendu de scandale vis-à-vis de ça. Je vois quelqu'un qui... Oui. Je voudrais aussi répondre à madame, une petite seconde, parce que je trouve que la question elle est intéressante. C'est une boutique qui disent « Aidez-nous ». Aidez-nous, vous, les fabricants. Mais on est là, demandez. Je pense qu'on a tous des gens sur le terrain qui peuvent vous apporter ces informations. Qu'est-ce qu'un bon liquide? Je me rappelle les boutiques, il y a quelques années, c'était Made in France. Un bon liquide, il y a 5-6 ans, il était Made in France. C'était l'argumentation qu'on avait en boutique. Rassurez-vous, chers clients, il est Made in France. Aujourd'hui, on a plein d'éléments de réassurance. On a parlé des normes, mais vous pouvez questionner, effectivement, vous pouvez visiter, vous pouvez demander quelles sont les molécules, et je pense que les gens ouvrent les formules, disent qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas. On explique très largement au niveau des boutiques, et n'hésitez pas. Alors, je pense qu'on fait tous pareil. Notre devoir, et vous avez raison de poser la question, c'est de vous apporter cette information. Et pour ma part, nous, nos commerciaux sur le terrain, ils ont des présentations PowerPoint qui font 200 pages, qui peuvent vous dérouler sur tout un tas de thématiques. Mais posez ces questions-là à vos fournisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la boutique et le fournisseur pour répondre à cette question. Il faut vraiment qu'on soit main dans la main. On parlait de communication, vous êtes notre seul élément de communication, notre seul canal de communication vers le consommateur final. Moi, j'ai envie de vous dire plein de choses sur ce qu'est un bon liquide, ce qu'il doit avoir, ce qu'il ne doit pas avoir, comment il doit être fabriqué, quel est le contrôle qualité que l'on doit appliquer sur les matières premières, quel est le contrôle qualité qu'on doit appliquer sur le produit fini, comment on doit analyser des émissions, ce qu'on doit aller chercher dans les émissions. Il y a tout un tas de réponses qu'on a envie de vous apporter. Je prendrai votre adresse et je viendrai moi-même. Oui, bonjour. J'ai une dizaine de boutiques dans l'ouest de la France, donc je voulais rebondir sur ce qu'a dit Cédric. On est voisins, on est à Nantes. Là, je suis avec mon responsable des achats aujourd'hui et on se penche, on s'interroge sur est-ce qu'on doit continuer à vendre des liquides en 50 ml qui constituent une bonne part de nos ventes parce que ça échappe à la TPD et du coup on se dit on va peut-être vendre que du 10 ml. Il y a aussi un autre point que je voulais évoquer. On a une dizaine de boutiques et on a une grosse baisse des ventes, mais je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui ont des magasins et vous, les fabricants également, en septembre. Et moi, je m'interroge personnellement sur l'avenir à moyen et long terme de la vape en France. Voilà. Personne n'en a parlé. Je comprends que vous soyez optimiste et que vous restiez combatif, et c'est très bien, mais il n'est pas sûr qu'on puisse gagner le combat, notamment contre les cigarettiers. Alors, si je peux juste répondre sur la partie 10 ml, 50 ml, je vais vous faire part de notre stratégie à nous. Quand on lance un produit, on le lance en 50 ml et en même temps, on le notifie. Si le produit marche bien, il sera vendu en nicotiné 10 ml. S'il ne marche pas bien, on aura notifié pour rien. Voilà. Ce que je vous invite à faire, vous, distributeurs professionnels de la vape, c'est vous adosser sur les fournisseurs en lesquels vous croyez, avec lesquels vous travaillez depuis des années et qui sont sérieux, qui sont engagés dans des processus de normalisation, qui ont contribué aussi à la rédaction des normes. Ça, c'est important. Et pas prendre le fruit machin, malaisien, etc. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, etc. Vous n'avez pas la moindre analyse. Et là j'ai envie de vous dire, effectivement, dans ces cas-là, ne rentrez pas le 50 ml. Voilà. Nous, on a décliné beaucoup de produits, 50 ml, parce qu'il y a un côté économique, mais en format 10 ml notifié. Et croyez-moi, ma formulation 50 ml ou 10 ml, mis à part la nicotine, il n'y a rien qui change. Donc, effectivement, si vous avez un doute du laboratoire, de la provenance, etc., ne vendez pas de short fill. Vous pouvez aller sur lances.fr. C'est le meilleur filtre. À partir du moment où il y a des produits en 10 ml nicotinés notifiés, on a une entreprise qui est armée pour faire face à tout le package réglementaire. C'est complexe, ça impose une structure conséquente. Ça veut dire qu'on a envie de faire des bonnes affaires. Donc les 50 ml des maisons qui font du 10 ml nicotiné, c'est une garantie de sécurité équivalente.
Et à ce titre, si ça permet à certaines personnes d'accéder à des produits moins chers, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gros volumes de liquide, parce que c'est des usagers spécifiques, moi je ne vois pas pourquoi ça devrait quitter les linéaires des boutiques. Voilà. Par contre, s'il n'y a pas de présence de 10 ml nicotinés fabriqués par la même maison que les grosses bouteilles, là, on s'expose à avoir des produits chez soi qui sont issus d'entreprises qui n'ont pas forcément le même engagement qualité. Je dis bien pas forcément parce qu'il y a plein d'acteurs qui font d'excellent travail et qui ne font que du sans nicotine. Mais si vous voulez cette garantie totale, ou en tout cas pas vous poser trop de questions quand vous référencez les produits, c'est quand même la meilleure façon de procéder. Excuse-moi Jean, moi je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure au niveau de la déclaration, au niveau de pour la TPD. À aucun moment cette déclaration engage sur un produit de qualité. Oui, tout à fait. Donc, parce que dans l'esprit des revendeurs, c'est vachement flou. Ils confondent TPD, normes, certification. La TPD, ça n'a rien à voir avec la qualité. La norme, elle est déclarative et elle n'est pas vérifiée. La certification, et moi je trouve que c'est quand même dommage d'arriver à la fin du débat pour parler effectivement de la qualité d'un bon liquide. Il ne faut pas faire d'amalgame sur la notification des produits. Ce n'est pas un synonyme à 100% J'ai même entendu de il y a qualité. quelques années qu'on pouvait déclarer la recette du gâteau au chocolat et on ne viendrait pas nous emmerder. Je connais cette formule. Et ça, c'est pas bien. Non, mais tu as dû l'entendre aussi parce que je crois que tu étais à la réunion. Je sais pas. Il y a deux approches pour tempérer ça. Premièrement, pour se lancer dans une procédure de notification sur la plateforme européenne, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir envie de le faire, c'est-à-dire qu'il faut avoir une équipe un peu réglementaire qui va passer des heures sur un ordinateur, il faut comprendre la soumission, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on notifie les produits, on n'est pas dans une position de guignol disruptif qui va chercher à faire n'importe quoi. C'est un premier filtre et ça ne garantit pas que le liquide sera de bonne qualité. Attention. Et le deuxième truc, c'est que l'ANSES, elle a une perspective qui est nationale. Ils font de la sécurité à l'échelle d'un pays. Et à ce titre, ils ne peuvent pas rentrer dans la scrutation de la formule de chacun des 36 000 produits qui sont sur le marché français. Si c'était le cas et si c'était l'ambition du gouvernement, c'est très clair. On serait dans la pharma, il y aurait des autorisations de mise sur le marché, des essais cliniques, ça prendrait 5 ans pour sortir une nouvelle référence. Donc pour le coup, si on veut un marché fluide, et on sait qu'il a besoin d'être fluide pour convaincre les gens d'arrêter de fumer avec de l'innovation et avec de la variété, on n'a pas le choix. Et donc cette perspective-là, avec une notification qui est déclarative et ensuite un travail de la donnée par l'ANSES via un collège d'experts et une approche statistique, elle est nécessaire si on veut préserver la filière du vapotage. Donc je suis d'accord avec toi, ce n'est pas une garantie absolue de qualité, mais par contre, on est légitime de faire remonter ces informations-là comme quand même une démarche qui est au bénéfice du consommateur. Oui, je suis d'accord. Mais c'est un premier. On est d'accord, Jean-François. Mais c'est déjà un premier filtre. Tout à fait. Attends, on t'entend pas, Jean-François, on t'entend pas. Je suis 200% d'accord avec Xavier. Il faut faire de la pédagogie. Le problème, c'est qu'on a laissé un trou et la nature a horreur du vide. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que le trou, on l'a laissé faire. Si on avait communiqué, si on avait parlé de la vape, mais voilà, après, l'histoire, on ne la refait pas. Et ils sont venus parce qu'il y avait ce trou. S'il n'y avait pas eu ce trou, ils auraient trouvé réponse aux questionnements qui se posaient. Mais alors, juste pour revenir sur l'ANSES, parce qu'il y a beaucoup de gens et de boutiques qui ne le savent pas, c'est en libre accès. Vous allez sur anses.fr et vous avez un fichier Excel avec la liste de l'ensemble des produits qui sont notifiés. Donc je vous engage, vous, boutique, à aller juste là-dessus. Vous allez retrouver ce fichier Excel des produits qui sont notifiés. Ce n'est pas une garantie totale de qualité, mais c'est une première étape. On n'entend pas. Je veux dire, après, sur la qualité, tu as encore deux marches. Tu as la norme, qui est volontaire et déclarative, et la certification, où là, on vient voir et vérifier si ce que tu dis est vrai. Parce que tu as beaucoup de personnes aussi qui disent suivre cette norme, mais quand tu fais l'analyse des produits, je ne suis pas sûr qu'ils passent tous le test de qualité. Voilà. Donc, on est d'accord. Aujourd'hui, pour moi, l'assurance d'une qualité, c'est la certification. C'est la plus haute garantie de qualité. Tout à fait, et c'est ce qu'on met sur notre site et dans c'est le ce qu'on monde. avance, nous. Dans le monde. Oui, tout à fait. Et les normes mondiales sont en train d'arriver, vont arriver d'ici 2-3 ans. Ce qui a été fait au niveau de l'AFNOR, on travaille en ce moment sur le CEN au niveau européen et ISO sur le niveau mondial. Donc ça avance. On est encore une industrie jeune, mais ça progresse.
Il ne faut pas oublier que les démarches, en plus, niveau européen et mondial, sont beaucoup plus longues que les démarches qui avaient été entamées à l'époque à l'AFNOR. Après, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que à un moment, nous autres fabricants, on s'est beaucoup fait challenger uniquement sur l'aspect plaisir de la cigarette électronique. C'est-à-dire que nous, on a énormément d'informations à communiquer avec vous sur la qualité de nos liquides, la façon dont on les fabrique, comment en fait ils sont contrôlés, parce qu'on se fait contrôler par des organismes extérieurs. Mais souvent en fait on disait mais ça m'intéresse pas parce qu'au final le client tout ce qui l'intéresse c'est le goût. Donc au final, nous on entame énormément de démarches, on est capable de prouver comment on fait un bon liquide et qu'est-ce qui nous différencie finalement des problématiques qui ont eu aux États-Unis. On est capable de prouver que non, c'est impossible que ça arrive dans ces liquides-là parce qu'ils sont contrôlés par des organismes tels que l'AFNOR qui passe par des laboratoires nationaux. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes que 4-5 fabricants certifiés et on se heurte aussi à cette problématique. Et oui, mais si demain je communique en fait auprès de mon client final, je dis ces liquides-là, c'est bien, ils sont contrôlés, etc. Mais qu'est-ce que je dis finalement? Des liquides qui n'ont pas la certification et que je vends également. Donc c'est vrai qu'on est aussi face à ce genre de problématiques et on n'a pas toujours mis, malheureusement, la possibilité, nous, de dire effectivement, on veut parler qualité, on peut se justifier, on peut apporter énormément de choses très intéressantes, mais malheureusement, on ne nous laisse pas non plus forcément la possibilité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualité fait que les gens sont de nouveau un petit peu plus regardants par rapport à cet aspect-là. Nous, on est contents parce que finalement, ça nous laisse enfin l'occasion de nous exprimer. Mais comme je vous le disais avant, en fait, on va devoir être plus pédagogique, on va devoir effectivement vous fournir peut-être un flyer, il va falloir de toute façon qu'on fasse quelque chose, mais ces données-là, de toute façon, nous, on les a. On va être capable de faire ça. On est quand même assez réactifs pour la plupart d'entre nous. On peut même peut-être éventuellement se dire on va faire quelque chose que la fédération va distribuer, puisqu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui touche toute la filière, donc c'est peut-être plus la vocation de la FIVAP, en fait, d'émettre le document. Après, c'est les fabricants, de toute façon, qui vont produire la data qui sera couchée sur le document. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, on a toujours, en fait, voulu s'exprimer. On nous a juste pas forcément laissé en fait la possibilité, l'occasion de le faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment rentré dans ce débat qualité. Sachez qu'on a quand même énormément d'informations et de garanties en fait à vous apporter. On peut rassurer le consommateur. On est parfaitement armés nous aujourd'hui pour dire on n'est pas comme les autres et on va le prouver. Alors si je puis me permettre, moi il y a juste un truc qui me dérange. C'est j'ai l'impression que les boutiques, là, le discours un peu, et je le trouve un peu commercial, c'est moi je suis certifié à AFNOR, donc c'est un bon liquide. Moi je respecte de A à Z le protocole AFNOR, de A à Z, voire plus, parce qu'à la base on est issu de la cosmétique, ça fait plus de 20 ans. Donc des bonnes pratiques de fabrication, on en a, on connaît. Moi j'ai pas envie de payer l'AFNOR. Pourquoi ? C'est pas le prix. C'est qu'ils ne sont pas capables de nous octroyer la norme française. Déjà, avec toutes les mentions légales obligatoires à écrire sur l'étiquette, je ne sais même pas où je vais le mettre, ce logo AFNOR. Donc ce qui m'embête un peu dans tout ça, là, ce débat de qu'est-ce qu'un bon liquide, c'est que concrètement, si moi j'ai pas le logo AFNOR, je fais un mauvais liquide. Non, mais là, il faut venir à la commission, Jérémy. Ouais, mais non. Parce que si tu as un problème sur les modalités d'étiquetage... Mais non, mais ça, je l'avais dit à la FIVAP. On peut en discuter. Non, mais moi, je te donne mon point de vue. C'est un travail intensif. C'est trop relou de se taper les commissions. Moi, je donne mon point de vue de ce que j'entends là, en me positionnant. Moi, je fais un mauvais liquide. Non, pas du tout, Jérémy. Mais on ne dit pas ça. J'ai juste... Est-ce que tu respectes le référentiel AFNOR ? On respecte tout de A à Z. Eh ben, ce référentiel, comme je disais au début, en soi, c'est déjà le document de référence dans le monde sur la fabrication du e-liquide. Et le simple fait qu'il existe, c'est déjà une façon de faire monter de manière générale le niveau de qualité dans la filière. Et tu as le droit de l'écrire. Et tu as le droit de l'écrire en plus. Tu n'es pas obligé de mettre le logo officiel, mais peux-tu dire respecte le référentiel XP des 90-300 partie 2. Tu as le droit. Voilà. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on est sur une démarche de progression, on est sur un bateau, ça ne s'arrêtera jamais, on va de polémique en polémique, ça continuera. Il y aura des conférences comme ça à chaque VAP Expo pendant toutes les années qui viennent.
moi, je prends le cliché de l'instant, là, où on est regroupés, on discute de ça. Je vois des gens qui sont motivés, qui sont conscients, qui font du bon boulot, qui s'intéressent au sujet, des fabricants qui ont une quantité d'informations sur la qualité, la défense de leur entreprise, leur vision du marché, qui est géniale. On a quand même une filière d'exception, et là-dedans, il y a quasiment rien à jeter, pour le coup. Puis, juste pour compléter ce que tu dis, Jérémy, Tania. nous sommes aussi frustrés de ne pas pouvoir apposer le no-go NF sur nos flacons. C'est quelque chose qui avait été acquis au départ. Finalement, il y a une rétractation. On l'a accepté parce que pour nous, c'était quand même un premier pas en avant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a laissé tomber. C'est juste que c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais ça viendra. Le fait qu'il y ait une norme AFNOR, c'est quand même une forme d'acceptation. C'était un premier pas en avant, un pas positif. On n'a pas encore effectivement ce joli pictoron NF. Par contre, c'est toujours resté dans un coin de notre esprit. Et demain, c'est toujours notre volonté en fait d'aller vers cela. Ce qui m'embête en fait, si tu veux, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne font pas l'effort eux non plus. C'est-à-dire que, rappelle-toi en AGFIVAP, quand ils étaient venus, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils avaient bagarré pour mettre NF sur du jambon. Alors, sur le marquage précis, NF sur les flacons, c'est une question politique. Et nous, non. On se mouille pas en fait. Donc c'est juste par rapport à ça que ça m'embête, si tu veux, c'est que je respecte parce qu'effectivement je suis en total accord avec le référentiel, mais je suis pas en accord de payer pour mettre un logo. Mais je suis pas, voilà, je suis pas d'accord pour payer un logo qui en plus, qui plus est quasiment inconnu du grand public. Allez dans la rue, demandez, vous connaissez AFNOR, on va vous regarder. Jérémy. Non mais là on est dans les détails des marquages. Non mais et ce qui m'embête, c'est que dans la discussion, concrètement là, de qu'est-ce qu'un liquide, un bon liquide, si t'es pas AFNOR, t'es pas bon. Non, Jérémy. Si tu respectes pas AFNOR, tu n'offres pas les garanties de qualité qu'offre la norme. C'est surtout ça. Jérémy. C'est surtout ça. C'est pas. Jérémy, je ne mets pas en doute le fait que tu travailles bien et que tu fasses de bons liquides, d'accord ? Le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à rassurer et à être capable de rassurer le consommateur et de rassurer aussi les shops qui font un travail formidable et qui nous suivent et qui sont là et qui sont nos partenaires sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire demain quand ils proposent un 50 ml ? Je te prends un 50 ml ou même un 0 mg de nicotine, d'accord ? On a une problématique aujourd'hui, c'est que comment on peut être sûr de savoir ce qu'on vend ? Quand toi, tu fais des produits, de très bons produits, d'accord ? On est tous sensibles ici à la qualité des produits que l'on met sur le marché, parce qu'on part du principe que si on s'est lancé dans ces entreprises-là et dans cette lutte contre le tabac, ou de proposer un produit qui est bien meilleur pour la santé que la cigarette traditionnelle, on est tous motivés par cette envie de faire venir le consommateur tabac vers la cigarette électronique parce que c'est la meilleure passerelle qu'il peut savoir aujourd'hui en réponse à la cigarette. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de communiquer, mais comme tu dis très bien, tu dis j'ai pas envie de donner de l'argent à l'AFNOR, d'accord ? Mais c'est nul, c'est un mauvais raisonnement parce que comme tu dis, aujourd'hui c'est pas reconnu. Nous sur nos flacons, on a l'estampille AFNOR certifiée. Peu importe, ça parle à personne. Mais plus on sera nombreux à avoir des flacons qui seront estampillés de la sorte, et plus on va rassurer, plus ça fera vivre cette norme. Et c'est pour ça que je suis content, parce que ici, on a la présence des certifiés en France. Il me semble qu'il en manque un. Hein ? C'est quoi ? Oui, bah, nous, Délice, mais si, on est là. Donc, c'est pas un problème. C'est pas grave. Mais en tout cas, comment est-ce que tu vois, toi, sur le marché, comment tu peux rassurer une boutique spécialisée qui vient ici sur un salon pour trouver des fournisseurs, des gens qui sont capables de leur fabriquer des liquides? Comment est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver dans cette jungle, en fait, où moi, je suis fabricant depuis 2012, je suis concepteur de liquide, la marque Délice, on fait partie du paysage français de la vape. On est arrivé là par passion. Moi, je suis arrivé par passion sur cette cigarette électronique, et aussi, ça a été le plus grand des hasards et une super aventure, et je trouve que c'est formidable.
d'avoir des acteurs engagés, mais une boutique spé qui est là et qui a pignon sur rue et qui vend des liquides, comment, en venant sur un salon comme celui-là, comment elle peut se rendre compte de qui est vraiment sérieux ou pas? Parce que j'explique juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, la TPD, c'est juste déclaratif. Je le sais. On est d'accord avec ça. Ok, Jérémy. Il y a autre chose. Il y a une autre problématique, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez fabriquer du 50 ml, vous pouvez tous le faire, messieurs, dames. Vous pouvez tous apposer une étiquette sur vos flacons et les vendre dans vos shops. Faites-le. 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 Vous pouvez le faire. Tout simplement parce que c'est juste déclaratif. Mais de toute façon, vous pourrez mettre n'importe quoi dans vos jus et le proposer à vos clients. Aujourd'hui, si je veux fabriquer un liquide 50 ml, j'achète du PG, du VG, de l'arôme, je mets une étiquette dessus et je me dis fabricant de liquide. Est-ce que ça, c'est un bon liquide? Est-ce que c'est responsable? Là, on sort du contexte AFNOR, du coup. Non, on sort complètement. Mais aujourd'hui, l'assurance et la question, c'est qu'est-ce qu'un bon liquide? Un bon liquide, d'accord, c'est peut-être un liquide où on a enregistré auprès de l'ANSES une recette, mais cette recette, c'est pas ça qui prouve que c'est un bon liquide, je suis désolé. Je suis désolé. Et comment toi, tu peux te démarquer d'un mec qui va venir fabriquer avec une étiquette super sexy, avec un super logo, avec tout ce que tu veux? Comment tu peux? Comment tu veux que le consommateur s'y retrouve? Comment on peut rassurer? Alors, est-ce que moi, j'ai besoin d'une association pour être transparent? J'ai pas besoin d'association pour être transparent. L'idée de Cédric tout à l'heure était bonne, je crois que c'était toi, c'était d'établir une trame d'un document avec la transparence totale de ce qui se trouve dedans. Oui, mais Jérémy, 60% des Français ne lisent que les gros titres de la presse. Quelque chose de compliqué, on parlait de compliqué tout à l'heure. Non, mais attendez, l'avantage... Il me parle des shops, de prouver la transparence, de ceci, de cela. L'avantage, c'est la simplification de lecture. Un document, enfin, en quoi l'AFNOR va mieux rédiger un document qu'on pourrait travailler en commun ou justifier? Je l'entends. C'est un produit de consommation courante. Mais on peut pas. C'est un produit de consommation courante. Sur la cosmétique, il n'y a pas de logo AFNOR. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Il n'y a pas d'organisme qui va scruter chaque formule, etc. Il faut savoir ce qu'on veut. Évidemment que garantir le niveau de sécurité le plus haut possible sur l'intégralité des produits présents sur un marché, c'est le médicament. Il n'y a pas de choix, mais ça demande une structure réglementaire colossale. Aujourd'hui, si on veut de la fluidité, de l'innovation, etc., on ne peut pas être dans la coercition totale sur l'industrie du liquide. Aujourd'hui, on a un niveau d'engagement, de conscience dans la filière française qui garantit que dans les grandes lignes, tout se passe très bien parce que les boutiques spécialisées font des choix en conscience pour choisir leurs fournisseurs. Les fournisseurs français sont excellents. Je veux dire, soit on est dans cette perspective-là qui assure la dynamique de marché, qui permet aux gens de sortir efficacement du tabac, soit on rentre dans un marché contrôlé, et là, c'est la pharma. Je suis désolé, c'est dur à entendre pour certains fabricants, parce qu'on s'estime souvent lésé par rapport à d'autres maisons qui font en apparence un moins bon travail que soi-même, et je le comprends. Et à la FIVAP, on fait constamment face à des discussions autour du contexte concurrentiel. C'est normal, et vous le voyez bien aujourd'hui. Ce qu'il faut en ressortir, selon moi, c'est quand même qu'il y a une démarche de fond, de qualité. Et comme vous le voyez, les fabricants, ils discutent, ils débattent et ils sont là. Oui. Je sais plus où est Norbert. Vous parlez de la qualité. Et vous êtes tous des fabricants français. Aux États-Unis, il y a aussi des très bons fabricants qui font des liquides de qualité. Et ça n'empêche pas certains États aujourd'hui d'interdire les liquides aromatisés ou même certains liquides, enfin les liquides tout court. Qu'est-ce qui fait que... Alors c'est très bien d'avoir une hausse de la qualité et de prouver que les liquides sont de qualité. Qu'est-ce qui fait que demain, on va pouvoir prévenir une interdiction éventuelle de la cigarette électronique en France ou en Europe? Est-ce que vous avez un plan d'action contre ça? Mais ça, c'est... Parce qu'on parle de liquide frelaté aux États-Unis, mais c'est ce qui a abouti à l'interdiction de la cigarette électronique. On fait face à une incertitude permanente. Notre vie, elle sera jamais tranquille. Jamais. Non, mais vraiment, je veux dire, on n'aura jamais de cadre réglementaire qui va nous apporter un niveau de sécurité à 100%. Mais est-ce que vous avez un plan contre ça? Parce que c'est pas uniquement la qualité qui va faire ça. Mais ça, c'est un cas de communication de crise qui arriverait. Oui, mais aujourd'hui, je vois bien que personne ne sait communiquer. Vous vous posez des questions sur
Tiens, qui sont les journalistes qui s'occupent de TF1, France 2? Il y a beaucoup de communication. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la presse qui sort des choses, sur... Bien sûr, les fabricants travaillent à communiquer, à être transparents, établissement de normes, etc. Il y a aussi les consommateurs. Et il y a aussi, et je travaille énormément dessus en ce moment, puisque lundi prochain, j'en profite pour le rappeler à tout le monde, on va faire le sommet de la VAP avec énormément d'intervenants. Et il y a tous ces gens qui sont autour, qui sont ni fabricants, ni commerçants, ni des consommateurs, et qui sont Jacques a été parmi les premiers, des professeurs d'Otzenberg, des Anne Borgne. La réalité aujourd'hui, même s'il y a toujours du débat au niveau des normes, c'est qu'il y a quand même ce qu'on appelle des éléments de langage, des choses très très simples sur lesquelles ces gens-là peuvent se raccrocher. Et effectivement, aujourd'hui, ils ont dans la bouche le mot AFNOR. Alors, il y a un gros travail à faire parce qu'il faut vraiment, et eux peut-être en priorité, leur expliquer ce que ça veut dire vraiment. Parce qu'ils ne le comprennent pas toujours exactement. Mais en tout cas, c'est ressorti. Le mot ANSES est aussi ressorti. Le patron de l'ANSES est sorti dans les médias pour dire, voilà ce qui se passe, voilà comment c'est réglementé. Donc, effectivement, la création de repères le plus simple possible, ça reste, à mon avis, positif. Je suis un petit peu sorti de mon rôle d'animateur, mais je le donne puisque j'anime un petit peu ce genre de points. Pour moi, le meilleur repère, ça serait la reconnaissance et d'avoir NF. Ça, c'est connu. Et là, il n'y a pas de pédagogie à avoir. On n'a pas recommencé sans cesse les choses. Ouais, mais un cumulus, c'est ça le vrai combat. Un cumulus, pas cumulus VAP, mais un cumulus dans une maison est NF. Parce que c'est un matériel qui est posé fonctionnel, un produit liquide, consommable, périssable peut-être, ne peut pas être accepté dans le registre de NF. Ça casserait, et la FNOR nous l'a expliqué, ça casserait le modèle du référentiel technique. Parce que c'est une matière vivante, le liquide, c'est une matière consommée. On a demandé, ils nous ont dit, mais bataillez pas, c'est pas la peine, parce que c'est même carrément au niveau du ministère que ça remonte, au ministère de l'Industrie, aux différents ministères, que ça remonte pour dire, non, on ne met pas un jambon NF, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de cosmétiques NF, il y a juste, et ils nous le disent, on ne va pas mettre des NF partout, il y a des normes, vous les suivez ou pas, vous êtes des acteurs responsables, vous les suivez ou pas, et les clients, ils vous font confiance ou pas. Et le terrain de la confiance qu'il y a entre nous et le vapoteur, c'est effectivement la boutique spécialisée, qui, par pédagogie, par compréhension, par implication, comprend ça et le transcrit dans le besoin de celui qui veut arrêter de fumer. Et ça ne passera que comme ça. Je suis désolé. Malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'on n'a pas à construire notre filière sur des choses que l'on attend. Il faut qu'on les crée, il faut qu'on innove, il faut qu'on change la donne. Et rien que ça, les clients, ils nous le disent au quotidien. Finalement, moi, je vous fais confiance. J'ai entendu hier soir une boutique spécialisée qui me disait « Mais les clients, ils viennent chez moi parce qu'ils ont confiance en moi. C'est quelqu'un d'humain. C'est pas un règlement, c'est pas des directives. C'est j'ai confiance dans la personne qui me parle. » En fait, la relation humaine que l'on a dans la vape est juste extraordinaire. C'est un produit consommateur. Les consommateurs ont fait évoluer les produits. Un coup dans les choses très exotiques. Aujourd'hui, ils ont besoin de réassurance. On reviendra peut-être plus tard dans le plaisir. Et on va se balader comme ça par dichotomie vers ce qu'est un bon liquide. Précis. Si je peux me permettre, le côté notification où effectivement les gens peuvent déclarer un peu ce qu'ils veulent, l'ANSES qui a quand même empoché juste 15 millions d'euros va peut-être un jour utiliser cet argent aussi pour faire des contrôles. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Et voilà, ils ont commencé. Hein, ouais. Et moi, je voudrais aller plus loin. Je vais peut-être me faire pas beaucoup de copains là sur ce coup-là, mais j'aimerais que demain, le 50 ml en zéro soit notifié. Mais vraiment. Alors là-dessus ça connecte avec une stratégie européenne qui pourrait être intéressante. C'est faire sauter le 10 ml, avoir des liquides nicotinés qui puissent aller jusqu'à 30 ml par exemple, et faire effectivement converger ça avec du zéro qui pourrait être en 30 ml, mais qui rentrerait dans le scope de la notification. Je trouve ça assez smart comme perspective. Ce qui serait très bien, et écologique aussi, parce que la planète, elle a quand même salement morflé depuis le passage à la TPD, et avec la consommation de plastique. Et ça, c'est quelque chose qui serait possible d'écrire dans une vraie révision de la TPD qui se baserait sur les écrits existants, qui ont été transposés quand même pas trop mal en France,
et qui pourra être toilettée dans le cadre de cette révision. Donc ça ne serait pas une directive VAP ou une directive tabac, ce serait la directive tabac et VAP, et dans laquelle on pourrait revenir point par point sur les éléments qui posent problème, et notamment le 10 ml qui, je crois, est quand même cristallise beaucoup, surtout au regard de l'écologie, c'est vraiment ridicule. Moi, j'ai une question, elle est très simple en fait. Parce qu'on parle de l'AFNOR, on parle de l'ANSES, mais pourquoi l'AFNOR ne travaillerait pas directement avec l'ANSES et que en fait, l'AFNOR apporte, durcit en fait la TPD, en fait les notifications de mise sur marché, en incluant le 0, le 50 ml et tout ce qui n'est pas autorisé par l'ANSES via l'AFNOR n'est pas mis sur le marché du tout en fait. Et comme ça, on se retrouve même plus avec des débats, est-ce qu'il faut le 50 ml ou pas, est-ce qu'il faut être certifié AFNOR ou pas. Non, on est mis sur le marché ou on ne l'est pas, tout simplement. Mais ça, c'est un transfert de responsabilité qui est considérable en fait. Ça ferait de l'ANSES un organe de contrôle qui serait comme l'agence du médicament. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, mais une autorité qui dit go, no go pour un produit, ça tarit quand même beaucoup le flux des produits, et je ne pense pas qu'on aurait un VAPEXPO qui ait ce profil si on était là-dedans. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu parles de certification AFNOR, c'est génial. Moi, je le parle aux clients et les gens ils me disent, mais je m'en fous en fait. Beaucoup de gens ils disent, je m'en fous, je veux du liquide bien frais, machin, bien gras, machin. Et ils veulent tout et n'importe quoi. En fait, les gens, l'AFNOR, ça leur parle pas. C'est là où on a un devoir d'éducation et en boutique, bien sûr, principalement je suis totalement d'accord avec toi. Je leur dis ça, c'est certifié, machin. Ils me disent, ouais, c'est cool. Mais moi, je veux un truc bien. Je veux un truc, voilà, c'est vendu en France, c'est cool. C'est en ça qu'il est important que nos produits soient distribués par des professionnels qui connaissent leurs produits, qui connaissent leur secteur, qui connaissent leurs fournisseurs, qui ont étudié les documents scientifiques et techniques qui sont fournis par les fabricants et qui peuvent l'expliquer parce qu'ils ont le temps dans leur vape shop versus d'autres canaux de distribution pour éduquer les gens. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous, professionnels de la vape. Ok, bon, ça c'est un débat. Alors, dernière question, et après, bien sûr, vous pourrez continuer la conversation de façon plus informelle. On va libérer la scène. Madame. Alors, par qui se passe, on est d'accord que la norme, ça peut rassurer les primos. Moi, aujourd'hui, la norme, ce qui me fait peur, c'est que les plus gros, aujourd'hui, ils font double jeu, d'accord ? Ils sont ici en train de nous dire on est pro de la vape, ceci, et ça ne les gêne pas derrière, depuis qu'on les a fait travailler depuis 6 ans, 7 ans. Ils sont les premiers à aller dans les buralistes. Donc, à un moment, plus ils sont gros, plus ils font un double jeu. On est là, on les a fait grandir. Ok, la norme, on est les meilleurs, on est les plus forts, mais derrière, ils font un double jeu. Donc, ça gêne aussi d'avoir que des normes AFNOR en boutique parce qu'ils n'ont pas tous le cul propre, à mon avis. Moi, je vais vous répondre sereinement. Madame. Madame. Un micro pour madame, peut-être ? Madame. Je vais vous répondre sereinement. Je comprends. J'ai une politique commerciale pour mon entreprise qui est de ne pas vendre à travers les buralistes. Et vous avez le choix, en tant que boutique spécialisée, de travailler avec qui vous le souhaitez. Et moi, je respecte aussi totalement ceux qui veulent vendre en buraliste, qui ont des stratégies commerciales de vendre à travers la buraliste. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Je comprends. Non, mais il y a 6 ans, il n'y avait pas le salon de la vape aujourd'hui, d'accord ? Il y a 6 ans, il y avait 3-4 marques françaises. Donc, on les a fait travailler. Ils nous juraient sur leur mère, comme quoi, non, on est filière, on est propre et tout, on restera dans notre politique. Et derrière, on les voit dans les salons des buralistes. On les appelle. Non, attends, on va te rappeler, c'est une honte. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une stratégie d'aller chercher finalement ce qui est notre croissance à tous, c'est d'aller chercher les fumeurs là où ils sont. Et je sais qu'on a eu de nombreux débats avec eux, qu'on a parlé de ça. C'est votre métier parce que Charlie, moi, je n'organiserai pas de réunion d'alcooliques anonymes dans un bar.
Et je vais pas on faire est bien... arrêter un alcoolique. Charlie, on connaît cette question-là. On connaît cette question-là. On a déjà beaucoup. S'il te plaît. Charlie, s'il te plaît. Comprenez bien. Vous êtes fabricant, d'accord? Ici, il y a beaucoup de boutiques. J'en ai une. Ce truc de merde, cet argument de merde que vous nous servez, le fumeur, il faut aller le chercher au bureau tabac. Il y a 6 ans, moi j'ai démarré il y a 6 ans, j'ai pris comme tout le monde la TPD dans le coin de la gueule. Nos boutiques, vos affaires, elles ont progressé comment les mecs? Parce que les fumeurs ont franchi les boutiques, les portes des boutiques de vape. On n'a pas été chez le Bubu, on n'a pas été mettre des mecs avec des flyers et dire « Viens à la boutique de vape, camarade, tu vas arrêter de fumer. » Non, on y est arrivé. Ce truc-là, en tant qu'économie, je veux bien l'entendre, je veux bien le comprendre, tout ce que tu veux. Mais là, pour répondre tout à l'heure à Norbert qui invitait les gens à faire du 50 ml chez eux, c'est une super bonne idée. Tu vois ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est vachement bien. Là, regarde, il y a pas mal de gens qui sont certifiés AFNOR, là. Je prends Benoît, 50 ml, Jean, 50 ml, Charlie, 50 ml, Cédric, 50 ml, et ça pose pas de problème, ces 50 ml. Tu vois ce que je veux te dire? Je prends Jérémy, lui, mauvais élève de la classe, mettez-lui un bonnet d'âne à cet enfoiré, là, parce que lui, il n'y est pas à l'AFNOR. C'est un enculé. Voilà, c'est un enculé clair et net, il n'est pas à l'AFNOR, il fend du 50 ml, et on va arrêter de bosser avec Revolut. Eh ben non, les gars, non. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Au bout d'un moment, on porte ses couilles. Et ces couilles, c'est juste de nous fournir, vous, fabricants des liquides NIF, nous, Chubb, de faire le taf, on le fait, et après, la filière ira bien. Donc ce double discours de « on va chez le fumeur, arrêter notre combat à tous, c'est juste le tabac ». Merci de nous faire des liquides de qualité, et nous, on s'occupera du reste, parce que ça, vous ne savez pas le faire. Amen. Juste un petit truc. Comme Benoît, on n'a pas de stratégie buraliste. Si je peux me faire l'avocat du diable aussi, il y a aujourd'hui beaucoup de vape shops qui ont rentré les produits du tabac. Et moi, ça me gêne. Hein? Allez, conclusion, Sébastien. Alors, merci Charlie. Ah non, merci à vous pour ce beau moment. Sébastien, tu peux faire une conclusion positive? Ouais, absolument, ouais. Bon, je vais essayer d'être positif. La vape n'est pas un monde de bisounours, mais chez les bisounours, en fait, quelle que soit la manière, si on arrive à aider les gens à arrêter de fumer et si on arrive à mettre des grands coups de pied dans ce qui se passe dernièrement, moi, j'ai énormément confiance aux boutiques, aux fabricants. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, donc ne pas se décourager. Il y a des batailles qui peuvent y avoir, qui sont légitimes d'un côté, de l'autre, etc. Mais il y a quand même un tronc commun, c'est d'aller aider le maximum de fumeurs. Et on peut tous se remercier de le faire. C'est assez positif? C'est très positif. Merci beaucoup. On peut remercier nos invités. Le débat, il continue, hein, ce débat, bien sûr. Et on se retrouve à 14h, ici même, avec Jacques Lewezek pour une autre conférence sur les comportements, les tendances du marché. On va sortir un peu de la France, on va aller parler de l'Europe. Voilà, ça sera à 14h ici. Et des États-Unis, bien sûr. On en reparlera encore, toujours.